Adrien rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Très heureux de vous retrouver, comme tous les lundis soirs, de 19h à 20h, en compagnie de nos deux coprésidents du G500 citoyens et de leurs invités. Alors là, on peut dire qu'ils ont eu une semaine et un week-end de musclés, puisque nous allons tirer le bilan de ce G500 citoyens qui s'est tenu à Lille jeudi, vendredi et samedi. Les vraies voix y étaient d'ailleurs jeudi. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Pas trop fatigué? On n'est pas fatigué. Alors, je vais outer quand même. J'ai appris que le premier soir, ou comme toute personne sage, j'étais au lit vers 23h15, certains ont tenu jusqu'à 2h du matin avec les premières conférences à 8h du matin. Étiez-vous de ceux-là, Stéphane Pellet? D'abord, bonsoir Philippe, bonsoir Aurélie, bonsoir Marie. Et donc, au sommet, qu'est-ce qu'il y a? De l'oxygène. Oui, mais il y en a moins au sommet demandé aux alpinistes. Oui, ça c'est exact. Bon, en tous les cas, on s'est bien oxygéné. On est en pleine forme, plein de globules, je sais pas lesquels c'est, blanc, rouge, mais en tous les cas, blanc et rouge comme Sud Radio, voilà. Et on est en pleine forme et vraiment on a vécu un moment exceptionnel avec du monde, mais surtout des débats d'une qualité exceptionnelle aussi. On va faire le bilan dans cette première demi-heure. Allez, au sommaire de l'émission. À l'heure où 61% des Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien, 7 Français sur 10 ne font plus confiance aux partis politiques et que plus de 70% des citoyens réclament plus de participation directe, on revient aujourd'hui sur 2 temps forts. Déjà, retour sur le sommet citoyen de Lille. 3 jours de débat, 8 grandes thématiques, un sommet pour faire entendre la voix du terrain et proposer des solutions concrètes. 8 millions de Français, 8 millions, c'est terrible, sont en situation de précarité alimentaire, soit plus d'une personne sur 10, alors que 55% des Français aujourd'hui qu'il est trop cher de manger équilibré. Une solution proposée, la sécurité sociale alimentaire. Marie Aigli, qui milite pour la sécurité sociale de l'alimentation, est avec nous, une experte de l'adaptation climatique qui milite pour une alimentation saine, locale et accessible à tous. Et vous étiez d'ailleurs au G500 citoyens. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation, cette belle émission. J'ai eu la chance d'être à ce sommet citoyen. Effectivement, on était très très embarqués. Et il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors, dans cette première demi-heure, on va revenir sur le sommet citoyen. Quels enseignements tirez-vous de ces 3 jours, Aurélie Gros, Stéphane Pellet et évidemment Marie Aigli? Mais avant ça, est-ce qu'on peut pas vous donner quelques grands chiffres? C'est ce que j'allais proposer. J'allais vous dire plutôt les grands chiffres. 3 jours de sommet qui fait suite quand même à 6 étapes régionales dans toute la France. Il y a eu 1000 participants cumulés au sommet, des citoyens, des membres d'associations, des experts, des élus, des journalistes. Plus de 3000 personnes touchées entre les étapes et le sommet. 10 tables rondes, séances plénières, conférences de socle commun et 70 intervenants. Ça, c'est des beaux chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y avait une super radio qui s'appelait Sud Radio. Ah oui, il y avait de la qualité. Regardez, il y a des gens qui nous soutiennent. 3 ambassadeurs, vous vous souvenez, Stéphanie Fugain qui était là, Charles Berling, Made Cheng, donc Charles Berling le comédien, Made Cheng le grand artiste d'origine chinoise réfugié en France, les institutionnels bien sûr, la région des Hauts-de-France, la mairie de Lille, la mairie de Saint-Sauveur qui était avec nous, l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, puisqu'on a beaucoup parlé des questions de handicap. Donc les pays, ça c'est extraordinaire. Oui, Taïwan, Mali, Sénégal, Tunisie, Afghanistan, Iran, qui étaient tous représentés, soit au plus haut niveau, comme par exemple le secrétaire général du Forum mondial de l'eau, Abdoulaye Séné, ou bien qu'on a reçu dans les vraies voix. Oui, tout à fait, citoyennes. Exact. Ou alors la représentante, par exemple, de la représentation. C'est un peu étonnant de parler comme ça, mais c'est comme ça. Vous savez que Taïwan, c'est pas tout à fait une ambassade, mais c'est une représentation en France. Et sachez que, par exemple, les réseaux sociaux autour de ce sommet citoyen, c'est-à-dire la télé en direct, enfin tout ce qui a été, on a une audience de plus 106% par rapport à la dernière édition en 2023, donc c'est quand même assez sympa.
Et rappelez aussi une chose géniale, mais je crois que vous allez en parler, il y a eu un trophée, c'est juste pour vous donner le chiffre, après je pense que vous allez un peu nous dire qui a gagné. Philippe, vous vous en souvenez, car c'est vous qui avez remis le chèque à Sud Radio. Oui, c'est pas moi qui l'ai signé. Idéal citoyen. Mais en tous les cas, pour désigner, grâce au trophée citoyen, l'association, et là je vais vous laisser la surprise de dire qui a été désigné, 5000 votants. 5000 votants, c'est très beau. Alors c'est l'association Une lettre, un sourire qui a gagné. C'est une association qui fait une chose magnifique parce que nombre de personnes dans les EHPAD, enfin beaucoup trop à mon avis, n'ont pas de visite ou des visites vraiment très très rares, très 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 espacées. Et ce sont des gens, des bénévoles, qui écrivent une lettre pour un sourire aux personnes des EHPAD, se créent des relations parfois épistolaires où on écrit, puis parfois, comme dirait l'expression, et plus si affinité, on va à l'EHPAD et si la personne est valide, elle peut même sortir pour aller manger un morceau au restaurant et se créer une relation humaine avec des visites. Voilà, et en plus embarque cette jeunesse qui a besoin de sens aujourd'hui, les embarque vers une formidable aventure et peut-être à trouver une orientation, en tout cas un sens qui fait société. Aujourd'hui, je crois qu'on en a bien besoin dans une société aussi individualiste. Moi, j'aimerais rajouter quand même, parce qu'après, quand on aura fini de faire notre listing, mais c'est important, on a quand même eu des partenaires et mécènes sans qui ce sommet n'aurait pas eu lieu. Alors évidemment, en numéro 1, Sud Radio, donc un grand merci à Patrick Roger qui nous soutient maintenant depuis cette 3e année, donc ce n'est pas rien. Évidemment, Garage, Christophe et Cécile. Christophe Levif. Expérience Garage, c'est le lieu où tout ça s'est déroulé pendant 3 jours. Vous avez vu cet endroit? Je connaissais pas, c'est génial. Voilà, et toutes ces équipes, WEO qui est la télé locale, Radio Plus qui est une radio associative également locale. Et qui ne fait pas d'ombre à Sud Radio. Pas du tout. La CCI, quand même important, Hauts-de-France, la CPME Nord et Mobiliance. Et j'aimerais quand même remercier d'autres personnes, et je sais que c'est pas la fin de l'émission, mais il faut le dire, une super équipe d'Idéal Citoyen. Et je pense ce soir à Célia, à Sofiane, à Audrey, Fanny, à Lily France, à Fanny, à Mara, à Caterina. Voilà, une équipe engagée, très féminine. Oui, mais ça je crois vous l'avez dit lors d'un discours. Féminine, je crois que ça va ensemble. Oui. Je sais pas pourquoi. C'est un peu isolé d'ailleurs. Ajouter à cette jolie liste un garçon, Vincent aussi, qui a permis un certain nombre de choses. Il y a Sofiane aussi. Salut, et Sofiane, que tu as déjà salué. Voilà. Magnifique. On se croirait au festival. Alors les grands enseignements de ces 3 jours, c'est lesquels globalement? Alors, il y a d'abord eu un système, vous le savez, de résolution par grande thématique. Si on fait toutes les étapes qui se sont déroulées depuis le 9 novembre, un peu partout, donc à Nice, Toulon, Marseille, la Drôme, Paris, Paris. On a 166 résolutions, donc c'est une énorme plateforme. C'est la première plateforme vraiment en termes programmatiques, et c'est pour ça qu'on ne va pas les citer pour pas vous faire de concurrence, mais il se trouve qu'une autre radio concurrente, une petite, là, vous savez, du service public, a dit et conseillé au prochain candidat à la présidence de la République d'aller carrément regarder un peu cette plateforme, parce qu'en effet, pratiquement sur tous les grands champs d'action publique, il y a donc plusieurs centaines de résolutions. Mais ce qui a été important, c'est qu'elles ont été concentrées en 36 résolutions principales. On en reparlera peut-être d'ailleurs dans la deuxième partie tout à l'heure un peu plus tranquillement. Elles sont donc adoptées par acclamation lors de ce sommet, et elles ont été hiérarchisées par, vous savez, le système de vote et du jugement majoritaire. Mais surtout, elles vont rester désormais 3 mois. On pourra y accéder aussi bien par le site de Sud Radio que par le site d'Idéal Citoyen. Et pendant 3 mois, les Français vont pouvoir voter pour progressivement les classer, et on aura vraiment le programme idéal. Je dirais pas le programme idéal citoyen, mais le jeu de mots me tentait immédiatement, je vous l'avoue. Le programme idéal pour, je ne sais pas, au hasard, par exemple 2027. Ouais. Il y aura peut-être des candidatures. En 2027. C'est bizarre. Oui, il y a un truc. Il n'y a pas d'Euro ni de Coupe du Monde de football, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a la Coupe du Monde de rugby en Australie. Attention. Et comme j'attends la revanche depuis 2023, m'en parlez pas, je suis déjà chaud bouillant. Allez, on continue dans quelques instants à faire le bilan de ce G500 citoyen qui s'est tenu à Lille les 12, 13 et 14 juin en compagnie de Stéphane Pellet, d'Aurélie Gros et de Marie Aigli. Restez bien avec nous et les vraies voix citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, les coprésidents du G500 citoyens qui se tenaient jeudi, vendredi et samedi au garage à Lille. On va faire le bilan des résolutions en compagnie également de Marie Aigli qui milite pour la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, vous voulez revenir sur les résolutions? Vous voulez commencer par la démocratie, je crois. Non, l'international, puisque la grande ouverture s'est faite sur les questions internationales, parce que je le rappelle et je le rappelle aux auditeurs, et oui, il se trouve une chose, c'est que les démocraties sont mortelles, et que si on n'en prend pas garde, eh bien, à un moment, elles peuvent s'éteindre et tendre vers des autocraties, comme on le voit partout en Europe. Peu à peu, reculer, une petite musique. Vous voyez, c'est pas très agréable. Donc, on avait la chance d'avoir, comme l'a dit Stéphane, un grand nombre d'invités étrangers qui subissent certains des poussées, voire qui vivent dans des pays pas très démocrates. Et on a discuté, échangé, et 2 grandes résolutions en sont ressorties, notamment créées au niveau international une agence de vérification des informations et de lutte contre les fausses nouvelles, qui sont actuellement des armes diplomatiques de plus en plus utilisées par les puissances belligérantes, on peut le voir en ce moment, en centralisant les données produites par les associations internationales et les ONG. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en temps de guerre un peu partout, au Proche-Orient, du côté de l'Ukraine et Russie. Donc je pense qu'il est important que la France se positionne sur ces questions-là et propose... Et précisons qu'il y a 2 ans, quand on avait été les premiers à demander ça, 2 réactions très importantes. Rappelez-vous, l'AFP crée fact-checked au sein de qui un département complet de l'AFP pour faire de la vérification. Entre-temps, maintenant, c'est devenu presque une banalité de dire qu'il y a des fake news, mais il y a 2 ans, on avait été les premiers à Marseille lors du sommet citoyen à vraiment alerter là-dessus. Et puis surtout, RFI, Radio France Internationale, qui est souvent sur des théâtres où il y a des endroits très tendus, Proche-Orient, Afrique, qui a désormais aussi un département complet là-dessus et qui fait toutes les semaines, qui démonte un certain nombre de... Vous voyez, je l'ai raconté, vous vous souvenez, au micro de Sud Radio il y a quelques semaines déjà, cette affaire du Rwanda, vous vous souvenez, le massacre entre Hutu et Tutsi, le génocide Tutsi par les Hutus, exactement. Démarre sur une radio Mille Collines. Mille Collines, exactement, où on raconte malheureusement des horreurs qui sont totalement fausses et qui font que une ethnie va massacrer l'autre, voilà, entraînée par la radio, et c'est quand même il y a déjà assez longtemps, vous vous en souvenez. Ça, c'était l'international. C'était international, mais comme Philippe David voulait poser la question, comme il y avait beaucoup de participants étrangers, notamment de la francophonie, est-ce que le G500 s'internationalise? Et effectivement, nous avons posé les bases, notamment avec Abdoulaye Séné, d'un sommet citoyen international en organisant dès 2026 un atelier régional à Dakar. Donc effectivement, on ne va pas dire qu'on s'internationalise, mais quand même un peu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas fonctionner en silo, la France est seule contre tous. Non, il faut aussi inonder et travailler en commun au niveau international. La prise de conscience, elle est liée au conflit en cours, que ce soit en Ukraine ou actuellement, maintenant, qui est entre l'Iran et Israël, pardon. C'est que de plus en plus, un certain nombre de citoyens disent on ne peut plus laisser quelques dirigeants qui sont souvent devenus psychopathes quasiment et dirigeants, parce que c'est un peu le profil type actuellement, à la tête de l'Iran, à la tête de la Corée du Nord, à la tête de la Russie, à la tête des États-Unis. Enfin, on est vraiment avec une dimension psychologique. La plupart d'entre eux disposent de réseaux d'information. Vous avez vu la bataille entre Trump qui possède son réseau Truth Social et donc notre ami Elon Musk qui lui possède X. On dirait que ils se battent au niveau mondial. Ils possèdent l'information et donc le citoyen se fait complètement rouler dans la farine. Et donc il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui... On n'est pas encore en mesure de parler de citoyenneté mondiale. Il ne faut pas exagérer. Il faut faire attention et garder les limites des États. On sait tous ça, mais enfin voilà, il y a une prise de conscience internationale, ce qui nous permet peut-être... Une étape du G500, donc à Dakar en 2026. Et ben voilà, avec et ça je crois que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, mais c'est quand même important parce que, désolé, Toulon, Nice, Lille, etc., c'est très bien, mais là c'est quand même, on va dire, un tout petit peu plus loin. Allez, eau et agriculture. Démocratie peut-être d'abord. Démocratie, la mère des batailles. Alors, la plus grande, et on va en dire une, il faut
aujourd'hui s'inscrire dans la coalition pour le renouveau démocratique et soutenir la pétition nationale pour une convention citoyenne du CESE consacrée à la démocratie. Il faut 150 000 signatures. Pour une fois, une convention citoyenne peut être organisée, ce serait la première fois si les citoyens votent. Il faut juste que 150 000 personnes votent et signent cette pétition pour qu'à un moment donné, dans cette refonte de la démocratie, si on ne veut pas qu'à un moment donné ça soit compliqué au niveau national, eh bien on organise en tout cas ce que veulent les citoyens et que des vrais échanges sur les territoires se mènent. Voilà. Donc vous savez, c'est la réforme du CESE. Désormais, à part le président de la République qui peut convoquer des conventions citoyennes, qui l'a fait pour le climat et qui l'a fait pour la fin de vie, désormais les citoyens peuvent en obtenir à condition de réunir 150 000 signatures. Et c'est très probablement à la portée de toutes ces associations. Donc le Sommet citoyen s'est associé à ce mouvement. Et ensuite, on va parler... Il y avait l'eau et l'agriculture aussi. L'agriculture, parce que Marie Aigli est là. Beaucoup de résolutions parce que c'est un problème mondial. Je vais vous citer un exemple. Vous savez que... Excuse-moi, pour signer la pétition, il faut envoyer un texto au 06 70 93 99 39. Alors je le redis, 06 70 93 99 39. Et vous recevrez toutes les informations. Impeccable. Voilà. Alors pour l'eau et l'agriculture, c'est pour dire oui, mais c'était d'une manière générale, ils ont été tous à témoigner comme quoi l'eau est un bien public mondial. Est-ce que vous savez que par exemple, si vous prenez un simple pays comme le Sénégal, mais c'est exactement le cas aussi, il faut pas oublier pour la France, le principal fleuve français, le plus puissant est celui qui vous donne de l'électricité par les barrages hydroélectriques, c'est-à-dire le Rhône. Oui. Le Rhône, pour moi, du Sud, où les gens du Nord, ils disent le Rhône. Oui, c'est un accent circonflexe. Eh bien, il naît en Suisse. Et donc, oui. En fait, c'est un fleuve international. Si les Suisses... Mais comme la Garonne. Hein. La Garonne, elle naît dans le massif de la Maladeta en Espagne. En Espagne, exactement. Et ben, par exemple, nos amis justement du Sénégal nous ont bien fait comprendre que eux, 85% de l'eau des fleuves qui circulent au Sénégal viennent d'ailleurs. Ce qui veut dire que donc... On ne peut pas imaginer la politique sur ce bien public mondial, plus rien ne pourrait avoir lieu. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait plus d'agriculture. Eh bien, il faut gérer ça sous le système des bassins versants. Et donc, il y a eu des résolutions sur l'hydrologie régénérative, un système de péréquation entre les collectivités rurales et urbaines, parce qu'elles n'ont pas les mêmes coûts d'entretien du réseau, etc. etc. Donc, tout très belle. Peut-être que Marie veut réagir, puisqu'elle a participé, Marie Aigli, elle a participé à ces tables rondes passionnantes. J'ai eu énormément de chance de pouvoir témoigner à côté d'Abdoulaye Sen, qui nous faisait part justement que sur les questions d'alimentation, l'eau qu'on prend en compte dans nos bilans de consommation d'eau, nous en France, ne prend pas en compte l'eau d'où viennent les produits alimentaires. Donc en fait, on consomme en France des produits qui viennent du Sénégal sans prendre en compte l'eau qu'on consomme au Sénégal. Et donc il est nécessaire d'avoir une vision internationale pour qu'on puisse mieux maîtriser nos ressources. Et justement, c'était hyper pertinent d'avoir tous ces experts autour de la table. Et puis bien sûr, l'eau la plus importante, entre guillemets, c'est celle qu'on ne consomme pas. Vous le savez, les réseaux actuellement ont 20% de pertes. Parce que vous savez qu'on met 100 litres d'eau dans un tuyau, et bien les Français en récupèrent que 80. Il y en a 20% qui finissent 20% part dans la nature. Dans la terre, oui. Voilà, et donc c'était essentiel. Peut-être en lien avec toutes ces questions, on peut parler rapidement de la santé. Il faut juste savoir qu'on a présenté un projet de loi et de programmation santé avec le collectif Santé en danger de notre ami Arnaud Chiche et Monique Chevalier. Et que donc un ancien ministre était là, des parlementaires étaient là. Ils ont tous pris l'engagement de porter cette loi de programmation en disant pour la prochaine présidentielle, il faut que ce soit un enjeu. C'est pour ça que voilà, la première des résolutions, c'est adopter une loi de programmation et d'orientation tous les 5 ans, dont la rédaction sera assurée par plusieurs groupes de travail associant effectivement les parlementaires, les anciens ministres et tous les professionnels de santé et les citoyens, car la santé est la première préoccupation des Français. Il y a aussi le handicap. Alors voilà, parce que donc handicap, justice, entreprise, culture, transport, mobilité, jeunesse, ça fait énormément de thèmes sur lesquels des résolutions ont été
été adoptées, mais en matière de handicap, rappelez-vous, en 2023, une résolution du sommet citoyen qui était le remboursement inconditionnel des fauteuils est devenue une mesure du gouvernement. Donc tout ça est possible et a une utilité. Les AESH qui passeraient à 35 heures avec 120 heures de formation, ça sera un véritable grand plus pour l'éducation et donc les enfants en situation de handicap. Et toujours modifier l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire la France est une et indivisible, blablabla, pour inscrire l'inclusion comme valeur fondamentale de la République, ce qui permettrait d'éviter toutes les dérogations que le monde du handicap subit actuellement. Et parallèlement, créer des mécanismes de contrôle pour s'assurer que les aides publiques sont bien orientées et utilisées dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, parce que déjà qu'il n'y a pas assez de moyens, si en plus ils ne servent pas à la cause, c'est pas bon. En matière de justice, évidemment, la principale mesure, c'est donc la création du Conseil supérieur de la justice et du droit. Ce serait lui qui, devant le Parlement, avec un directeur national, serait en charge de définir la politique pénale et non pas le ministre qui est jusqu'à présent juge et parti, vous le savez, le ministre qui soi-disant n'intervient pas, mais en fait fixe la politique pénale en France et se retrouve avec des véritables conflits d'intérêts, on l'a vu par le passé avec des affaires retentissantes. Et en matière d'entreprise, rendre obligatoire la concertation avec les acteurs économiques et les pouvoirs publics pour coordonner les politiques publiques visant à faire territoire. Parce que c'est assez surprenant, mais on a entendu des entreprises nous raconter que, par exemple, les politiques jeunesse, les créations de stages, d'alternance, les plans de transport sur une zone étaient conçus sans même consulter les entreprises. Vous voyez, là, on ne parle pas des citoyens, mais vrai. Les entreprises qui ont un véritable rôle citoyen dans leur territoire. Et la culture ? La culture a instauré une taxe de 0,01% sur les bénéfices des plateformes de streaming pour abonder un fonds de création indépendante d'environ, je vous laisse dire le chiffre, 20 millions d'euros. Donc c'est pas mal ça, juste avec les plateformes de streaming. Oui. Il y en a d'autres, des résolutions. Alors je dois vous poser une question, parce que les résolutions, on va pouvoir les lire sur le site idéal-citoyen au pluriel. Il nous reste jeunesse et transport quand même. Ah oui, allez-y, jeunesse et transport. allez-y. Créer une plateforme centralisant tous les dispositifs dédiés aux jeunes, tant pour chaque jeune et sa famille que pour les futurs employeurs. On en donne une à chaque fois. Et pour les transports, Stéphane ? Parcours citoyen obligatoire dès la 6e. Et puis aussi, vous savez, le bénévolat dès la petite école, comme en Angleterre. Vous savez que ramasser les feuilles de son voisin, tout ça, enfin bref, ça fait partie de la formation et on ne passe pas dans la classe supérieure si on n'a pas fait de bénévolat. Par une lettre, un sourire, je précise. Et pour les transports ? Et pour finir sur les transports, baisser la TVA sur l'achat de véhicules électriques. C'est quand même dingue de vouloir développer le véhicule électrique et d'y mettre le plombé avec 20% et passer à 5%. Et c'est assez simple, parce qu'on en vendra beaucoup plus et donc l'État ne perdra même pas d'argent. Gagnera. Et plafonner le prix de l'électricité domestique pour garantir un tarif accessible. Quand aujourd'hui on nous vend ménages 20% d'augmentation d'électricité et on demande aux Français d'acheter des véhicules électriques. C'est aussi le marché européen de l'électricité, dans lequel on s'est mis, dit en passant. Mais alors, une chose, dernier mot, le G500 citoyen 2026. Il va être comment par rapport au 2025 ? Il faut qu'on travaille, monsieur Philippe David. On a réunion dès ce soir, 20h. Eh bien, écoutez, c'est parti. On se retrouve dans quelques instants avec le G500 citoyen. On va parler de la sécurité sociale alimentaire en compagnie de Marie Aigli, conseil en stratégie climat et alimentation régénérative. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, et on a comme invité maintenant Marie Aigli pour parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Et oui, Marie Aigli est entrepreneur engagée dans la transition alimentaire et comme on l'a dit tout à l'heure, 7 à 10 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire chaque année. 16% de la population vit en précarité alimentaire. 16%, c'est juste aberrant. Et donc, il y a quelques solutions citoyennes, pour le coup, qui ont été explicitées lors du sommet citoyen, mais qui méritent l'engagement de tous et qui pourraient être une solution pour que nos concitoyens, parce que je le rappelle, c'est surtout la jeunesse de moins de 35 ans, 30% des bénéficiaires sont des jeunes de moins de 35 ans, quand on voit que l'année dernière, le gagnant du trophée Sud Radio 2023. Était l'équipage, 2023, pardon, l'équipage solidaire avec tous ces jeunes qui sont étudiants et qui ne peuvent pas manger et qui se retrouvent dans des états qui cherchent des petits boulots, etc. Voilà, il y a une vraie question de société. On parle tout le temps de comment faire société. Peut-être c'est en commençant par bien manger, partager les richesses d'un pays. Bonsoir Marie Aigli.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. En effet, comme vous l'avez dit Aurélie, il y a un énorme enjeu sur la précarité alimentaire. Moi, ça me révolte. 10 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Quand Coluche a créé les Restos du Cœur, c'était une solution d'urgence, c'est pas une solution qui devait durer 30 ans. C'était il y a pile 40 ans. Hein. Exactement. C'est vraiment affreux. 45% des Français déclarent devoir rogner sur la qualité de leur alimentation. Ça, c'est énorme, parce qu'on sait qu'il y a 35% des cancers qui sont liés à l'alimentation de près ou de loin. Et l'obésité aussi. Et l'obésité et la malnutrition, c'est un coût d'environ 25 milliards pour l'État sur la sécurité sociale liée à l'alimentation. Donc on a un sujet de précarité, on a un sujet de santé. Ça, c'est du bout de la chaîne qui nous touche, nous, les consommateurs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne alimentaire, on a les agriculteurs qui sont en crise. Tous ces panneaux qui ont été retournés, 10 000 panneaux en France sur l'ensemble du territoire pour montrer et protester. Les panneaux d'entrée dans les communes. Voilà. Exactement. Pardon, sur les communes. Parce qu'une ferme, toutes les 20 minutes, disparaît. Exactement. Une ferme, toutes les 20 minutes, disparaît pour la simple et bonne raison qu'on a 2/3 des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc, après une vie de pénibilité dans le travail, ils partent à la retraite. Et du coup, on a des énormes exploitations qui se créent et qui sont centralisées. Et donc, on a un énorme sujet de comment on continue à nourrir la planète et à nourrir les habitants, pardon. Et donc, il faut réussir à trouver une solution. La sécurité sociale de l'alimentation, ce serait de se poser la question de qui doit faire en sorte que nos consommateurs et que nous, les citoyens, mangeons correctement. Il y a des initiatives qui existent, comme C'est qui le patron, qui est une initiative de coopérative. Et que les agriculteurs soient bien rémunérés. Exactement. On a reçu d'ailleurs souvent Nicolas Chaban ici sur Sud Radio. Oui, saluons-le parce qu'il avait été présent dans les 2 premiers sommets citoyens. Nicolas Chaban, donc C'est qui le patron, vous vous souvenez, avec la brique de lait la plus vendue hors marque consommateur. Distributeur, pardon, voilà, c'est ça. Et le beurre, et les œufs, et la confiture, donc on peut en retrouver maintenant. Et l'argent du beurre. Et l'argent du beurre. Exactement. Qui est pour le crémier, la crémière, l'agriculteur et l'agricultrice. Et ce qui est bien. Non mais on en plaisante, si on veut créer des vocations. 4 centimes de plus sur une brique de lait, c'est de l'ordre de 70 000 € de plus de revenus annuels pour un agriculteur, une famille. Et rien que ça leur permet de vivre de leur boulot. Oui, exactement, et c'est vraiment ça l'enjeu. Comment on fait pour nourrir, nous, les citoyens et les consommateurs, et éviter ce nombre de cancers absolument aberrant, et trouver un modèle à ce modèle de précarité alimentaire à bout de souffle, et puis d'un autre côté justifier Alors comment on fait Philippe en général demande ça. Alors comment on fait comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? Moi je dirais comment on fait. Oui. Comment on fait? Alors la sécurité sociale de l'alimentation, ce serait une proposition que chaque Français ait 150 € par mois pour une alimentation saine et de qualité. Une alimentation saine et de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des grands mots. Concrètement, ça veut dire que selon le territoire, quelle est l'alimentation qui est disponible, qui permet de faire vivre les agriculteurs en souveraineté territoriale et de nourrir la population. Donc le gouvernement récupérait ces 150 € et ensuite les redistribuerait aux citoyens. Ces 150 €, d'où ils viendraient? De caisses alimentaires, de taxes sur la malbouffe, de taxes sur les instruments financiers, par exemple. On pourrait redistribuer l'argent différemment pour qu'une alimentation de qualité soit distribuée. Et qu'on est dans nos supermarchés, donc on irait dans des grandes marques de distributeurs avec une carte sur la même carte verte que la sécurité sociale pour acheter ces biens de première nécessité alimentaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du futur PLF... projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS. Exactement. Mais projet de loi de finances, on va déjà s'arrêter là. Et qu'on entend la douce musique de l'augmentation de la TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Est-ce que ça ne va pas accentuer cette précarité alimentaire? Forcément, déjà les personnes qui ne peuvent pas manger aujourd'hui, si on augmente la TVA sur l'alimentation, ils vont manger encore moins bien et ça va augmenter le nombre de personnes en précarité. Exactement, les personnes les plus touchées par l'aide alimentaire, ce n'est pas un secret, ce sont les revenus les plus modestes. Et il y a un enjeu de société, à faire société autour de l'alimentation et à aider chacun de nos concitoyens, y compris les plus précaires et surtout les plus précaires, à avoir accès à une alimentation saine. L'alimentation, c'est le bien le plus injuste de consommation. Tout le monde a besoin de manger. Alors, et on en a fait pour faire l'alimentation locale, parce que moi je veux bien, mais dans le sud-ouest, l'alimentation locale, on a de la production, en Bretagne, mais à Paris, comment on fait? Parce qu'à Paris, il n'y a pas de production. L'Île-de-France, grande région agricole. Grande région agricole. Oui. On connaît des territoires où il y a 50% de terres agricoles. Oui, en Île-de-France, mais pour nourrir la population de l'Île-de-France, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y a 12 millions d'habitants quand même. Non, mais la question mérite d'être posée. Rappelez-vous, quand les camions ou les tracteurs ont bloqué les camions, enfin bref,
on avait calculé qu'il fallait à peine 2 ou 3 jours d'arrêt d'approvisionnement pour que Paris, ou que Paris simplement n'ait déjà plus de quoi nourrir ses habitants. Je parle de la consommation classique dans les magasins. Mais justement, c'est intéressant. Quel modèle vous développez? Vous appuyez quoi sur quel cercle ou cycle vertueux? Parce que on a entendu un peu taxer, un peu redistribuer. Vous savez que ça effraie un petit peu, ça, s'il faut encore taxer. Oui, je comprends. À l'échelle d'un territoire, par exemple, je vais vous donner un exemple. On a monté une expérimentation sur la Bourgogne-Franche-Comté, territoire rural, agricole, donc il y a un sujet principal qui est l'approvisionnement. Quelqu'un qui est en situation de précarité dans un village de 1000 habitants n'est pas le même que quelqu'un dans une grande ville. L'idée, c'est de travailler à l'échelle du territoire. Donc on va voir quels sont les agriculteurs, comment ils sont producteurs. Donc on a forcément des éleveurs, on a forcément des maraîchers. Et l'idée, c'est de trouver quels sont les biens de première nécessité à l'échelle du territoire. Ça ne va pas être les mêmes quand on habite à Dijon, que quand on habite à Brest, que quand on habite à Marseille. Donc l'idée, c'est que cette sécurité sociale, elle touche les biens du territoire et qu'elle ne touche pas la totalité de l'alimentation. C'est une sécurité sociale alimentaire décentralisée. Exactement. L'idée, c'est d'avoir une approche territoriale qui répond aux besoins d'un territoire et de ses habitants. Mais avec cette carte pour acheter des produits alimentaires locaux, on peut tout acheter comme produit alimentaire, parce que si c'est pour acheter des produits hyper transformés, etc., parce que ça pose quand même question, non ? Oui, ça pose tout à fait question, et vous avez raison de poser cette question. Mais et après, j'en ai une deuxième. Allez, la première. La première, c'est que quand on définit une alimentation saine et de qualité, le sujet de cette SSA, de cette sécurité sociale alimentaire, c'est la santé. C'est un sujet de santé publique. Donc on va définir à l'échelle d'un territoire les produits les plus sains. C'est-à-dire qu'on ne va pas... excusez-moi du peu, on va pas subventionner des lasagnes au cheval. On va subventionner l'accès à un veau de saison, à une viande de veau de saison à un moment donné. On va conditionner l'accès à des tomates en été. Mais ça, par exemple, il faut que ce soit choisi par les citoyens d'un territoire. Donc on va organiser des conventions citoyennes à l'échelle d'un territoire. Consommer des produits de saison, ça a une qualité. Déjà, la nature a fait pour que ces produits soient bons pour nous à cette période de l'année, et que deuxièmement, ils voyagent pas. Parce que désolé, moi, manger des fraises qui viennent d'Afrique du Sud, qui ont fait 10 000 bornes d'avion au mois de janvier, je vois pas l'intérêt. Et ça veut dire donc, et après ce sera la coupure pub, j'ai bien compris, mais ça veut dire donc qu'à l'échelle d'un territoire, il faudra y inclure aussi les cantines scolaires, qui est souvent le seul lieu où un enfant prend un bon repas par jour. Ça arrive à un certain nombre d'enfants quand même. Et donc on inclurait les cantines scolaires dans cette logique-là. On inclurait les cantines scolaires. Moi aussi j'ai des questions. Eh bien écoutez, c'est parti. Ça c'est du teasing quand même. Chacun a une question. Ça c'est du teasing. On est en forme. Hein. Ça fait du bien, sommet citoyen. Ça se voit, vous êtes couché tard au G500 citoyens. Lille est une belle ville. Lille est une belle ville. Et il y a d'excellents... estaminés, on dit oui, absolument. J'ai eu le plaisir d'en partager un avec Arthur, notre réalisateur, déguster un pot de Gevlèche qui était vraiment excellent. Et il y a des girafes. Girafe. Ah, on vous explique après. Ah bon, d'accord, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet et Marie Aigli pour parler de sécurité sociale alimentaire, Stéphane. Oui, mais moi je voulais juste essayer de résumer, mais pour demander surtout si j'ai bien compris. En fait, il y a deux principes. Il y a un principe de redistribution qui est intéressant, c'est-à-dire sur cette question de l'alimentation, on va taxer, mais de manière indolore quasiment, sur des tas de petites choses, notamment la malbouffe, et tant mieux, vous me connaissez, je ne vais pas raconter mon expérience, je suis une des seules personnes peut-être à n'avoir jamais mis les pieds dans un célèbre fast non, food. Jamais. On peut mourir de faim avec lui, hein. C'est terrible. Donc on taxe tout ça et on redistribue à chacun un sorte de chèque alimentation. Ça, c'est le premier principe, en se disant au moins tout le monde aura ce minima, etc. Et deuxième grand principe, comme on va flécher cet argent sur un certain nombre de produits, on va éviter aux gens de mettre tout leur argent sur des mauvais produits. Et il y a donc une partie de leur alimentation, on est assuré qu'ils vont la faire sur des légumes au bon moment, des choses... Et des produits régionaux. Et des produits régionaux, etc., etc. Et donc, c'est un double cercle vertueux, avec comme base, quand même, le manger bien pour être en bonne santé. Et la bonne rémunération des agriculteurs. Exactement. Pour le coup, c'est exactement ça, bravo. Alors, l'idée, c'est de travailler, du coup,
effectivement le bout de la chaîne de l'alimentation et les filières avec les agriculteurs. Parce que ne les oublions pas, l'objectif c'est de travailler sur la juste rémunération des agriculteurs pour faire quelque chose face à cette misère et ce désarroi. Et ce qui est complémentaire avec les fameuses centrales d'achat, enfin disons les coopératives de consommateurs, comme c'est qui le patron l'a cité, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Et donc, alors moi j'avais une question à vous poser. Il y avait le local, on l'a dit, mais comment on fait pour certains produits qu'on produit pas localement et que les gens aiment bien? Je sais pas, les bananes, l'ananas, etc. On a quand même le droit d'en manger de temps en temps, même si on est à la sécurité sociale alimentaire. Ben ça c'est la vraie question et c'est pas à moi d'y répondre. Donc l'idée c'est d'avoir justement des fournisseurs. La vraie question c'est qui peut s'occuper de ça? Oui. C'est vraiment le sujet territorial. Ça veut dire que peut-être que les habitants de Bretagne vont voter pour et peut-être que les habitants d'Île-de-France vont voter contre. Mais l'idée c'est de faire ces conventions citoyennes pour éviter d'opposer cette France des beefsteaks et cette France du quinoa, et d'avoir vraiment une vraie concertation et un travail en commun. Ça va pas être facile. Hein. Alors si une agglomération voulait se lancer, est-ce que ça pourrait se faire à toute échelle en fin de compte? Toute échelle, à partir du moment où ça regroupe un certain nombre de personnes évidemment et des terres agricoles autour, mais pas une ville j'imagine, mais une agglomération, un département, une région, voilà, quelle est la bonne échelle? C'est la région, c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui voient déjà le jour. On en compte environ 150 en France, qui se font soit à l'échelle de village, soit à l'échelle de bassin de vie. Donc, ça peut être intercommune ou interdépartement, soit à l'échelle de métropole, ça commence, notamment à Montpellier et à Dijon. Mais il y a un vrai enjeu à la faire évoluer, cette sécurité sociale alimentaire, pour qu'elle soit citoyenne et politique. Donc c'est génial, c'est doublement vertueux, c'est pour les ménages, l'autonomie alimentaire, on retrouve une certaine dignité à pouvoir commander plutôt que d'aller dans il faut bien le dire, dans une sorte d'épicerie solidaire où on est là, où on sent que c'est réservé pour nous, qu'on est un peu mis de côté, ça c'est une chose. Et puis les agriculteurs vont enfin retrouver pour certains des débouchés. Rappelons une chose, si donc une ferme disparaît toutes les 20 minutes en France, c'est parce qu'ensuite elles sont remembrées. Il y en a déjà deux qui sont partis. Et qui, oui, pendant que je parle, c'est ça. Je suis trop long, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non, ça va pas sauver une ferme si je parle plus vite. Non. Alors donc, ça veut dire qu'en même temps, il y a des fermes qui elles grandissent, 2000, 3000 hectares, et des fermiers ou des agriculteurs ou surtout des chefs d'entreprises agricoles qui eux jouent maintenant en bourse et sur 2 à 3 ans leur stock par exemple de céréales. C'est ça. Et oui, allez-y. Non, mais c'est quelque part sortir aussi de la logique d'assistanat, d'assistance. Ça devient un bien presque public. Exactement, l'idée c'est de faire de l'alimentation ce qu'elle est, c'est-à-dire un bien commun, de sortir de cette logique d'urgence et d'assistance pour reprendre le pouvoir de son alimentation. On parle vraiment de notre pouvoir de citoyen et d'alimentation. Mais Marie Aigli, on en est où en fait? En fait, on a donné des chiffres assez terrifiants de 8 millions de personnes qui comptent sur l'aide alimentaire. C'est quoi leur principales aides aujourd'hui? C'est les Restos du Cœur, c'est la banque alimentaire, c'est quoi qui les aide pour tenir le choc? C'est 2 types, c'est-à-dire qu'il y a les Restos du Cœur, les Secours catholiques, les banques alimentaires, donc ce sont des aides d'urgence, donc ils vont avoir des dons. Et vous y allez, vous prenez un paquet de riz, vous prenez ce qui reste. Voilà, c'est ça, oui. Exactement, c'est ça qui est terrible. Et après, il y a les épiceries sociales où il y a des initiatives qui sont portées par des associations pour distribuer une alimentation de qualité, mais vous êtes tous au courant de la crise agricole qu'on vit en ce moment, donc même ces associations-là ont des difficultés d'approvisionnement. C'est pour ça que c'est devenu un sujet politique et de société. D'accord. Alors Marie, donc vous étiez avec nous et tant d'autres, donc plusieurs centaines, on l'a dit, milliers d'associations et de représentants au sommet citoyen. Et vous auriez retenu quoi comme résolution majeure de tous ces débats? Vous n'avez pas pu assister à tout, mais quand même à une bonne partie. Une partie, évidemment, pour l'adaptation au changement climatique, l'hydrologie régénérative rejoint ces sujets d'agriculture. Et il y a une logique de travailler l'eau et l'agriculture ensemble. Il y a un vrai enjeu de protéger nos ressources. Et comme le disait Abdoulaye Sen, il y a un enjeu à travailler en coopération internationale pour anticiper les grands risques qui nous attendent. Et est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience des pouvoirs publics sur ce problème de l'alimentation en France? Parce qu'à l'époque, moi je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, même beaucoup plus jeune, on disait que la France nourrissait l'Europe. La France était une puissance exportatrice agricole monstrueuse. Aujourd'hui, si on enlève les vins et spiritueux, on a un déficit commercial dans l'agriculture. Ce qui est complètement dingue, ce qui prouve le niveau de déchéance de ce pays, soit dit en passant. C'est un point parmi tant d'autres. Est-ce que les pouvoirs publics ont compris ça ?
Les pouvoirs publics commencent à s'en rendre compte, mais on a déjà un problème principal. On a un ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, mais pas un ministère de l'alimentation. Donc à partir du moment où on ne prend pas en compte le consommateur et le citoyen dans cette logique agricole, on se perd. L'enjeu, c'est la souveraineté de nourrir son peuple. Oui. Et puis il y a quand même, il faut le dire, une dimension européenne. La période dont vous parlez, c'est quand même la période très productiviste, hein, c'est clair, avec des aides européennes. Vous savez que pendant très longtemps, la moitié du budget de l'Europe, c'était la politique agricole commune qui, pour l'essentiel, était dispensée en France. C'est-à-dire que les agriculteurs français mangeaient, c'est le cas de le dire, la moitié du budget européen. C'est pas tant qu'il faut pas continuer à les aider, mais il faut surtout les aider à se transformer, c'est-à-dire et surtout à être bien pas les faire tomber sous une concurrence totalement déloyale avec des normes qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Exactement. Ça, c'est comme le BABA, hein. Et je crois que ça, c'est dans le projet de Marie Aigli, justement. Exactement. Parce que désolé, mais quand on voit ce qu'il faut pour faire du bio en France, alors que vous pouvez vendre des bananes bio qui viennent de l'autre bout du monde avec des produits interdits pour faire du conventionnel en France. Produits interdits qui souvent est produit par la France, puisque la France est le plus gros exportateur de pesticides au monde. Hein. C'est nous qui exportons. Et c'est l'enjeu des clauses miroirs. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'agriculture française soit soumise aux mêmes normes que les internationales. Ou qu'il y a un consortium d'États pour se rendre compte des choses. Voilà. La France est à ce point originale qu'elle est la deuxième exportatrice aussi d'armes, mais en même temps la première pour la paix. Oui, absolument. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat. On ne fera pas de débat sur la schizophrénie. Comment est-ce qu'on peut aider votre association ? Alors nous, on cherche à promouvoir des expérimentations à l'échelle des territoires. Donc si vous êtes un territoire, un élu, un citoyen qui avait envie de voir une SSA, une sécurité sociale alimentaire qui voit le jour sur votre territoire. Une adresse internet. Vous pouvez nous écrire à bonjour@alimentation-en-commun.org. Merci. Sympa comme adresse. Merci beaucoup, Marie Aigli. Et vous pouvez voter pour les résolutions sur www.idéal-citoyen avec un s.fr. Voilà, ça c'est rappelé. On se retrouve pas lundi prochain parce qu'il y aura une émission spéciale. On se retrouvera donc lundi 30 juin, c'est ça ? Exactement, un final en beauté. Un final en beauté. Merci beaucoup. Là maintenant, c'est une arrivée en beauté. François Trio. Bonsoir les vrais voix du rugby. Oui, parce que il y a eu un week-end chaud en point de vue rugby et le week-end prochain va l'être encore plus. Ah ben là le week-end prochain c'est à Lyon, d'ailleurs Sud Radio va être mobilisé pour ces demi-finales, 2 demi-finales du top 14 qui réunissent les 4 meilleures équipes de la saison régulière, Toulouse face à Bayonne et Toulon face à Bordeaux-Bègles. On va faire mieux. Ah bah non, c'est donc clair. on va parler ce soir des Toulousains, notamment avec un de leurs entraîneurs, Virgile Lacombe, qui sera avec nous. Bien sûr. Et puis bien sûr on va parler des autres matchs, des autres rencontres et on va revenir aussi sur la liste du 15 de France. Bref, vous voulez qu'on fasse un teasing plus long que l'émission ? C'est possible. Eh bien écoutez, on va pas le faire parce que tout de suite, c'est Sud Radio à votre service. Allez, rendez-vous tout de suite avec les Vraies Voix du rugby et nous demain 17h avec Cécile de Bénibus pour les Vraies Voix.